Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Back to back, pas vraiment des plus rassurants de la part des Bulls à Toronto et à Détroit. Une victoire, une défaite, mais dans le contenu, dans les scénarios des matchs, ça a été assez laborieux. On avait laissé les Bulls avec deux belles victoires à la reprise après le All-Star Weekend. Belle victoire contre les Nets, belle victoire face à Washington qui était très importante pour le classement parce qu'on revenait à 0,5 victoire des Wizards pour les places au play-in. Et là, on avait un autre match à Toronto, donc qui était extrêmement important aussi, puisque les Raptors étaient, eux, juste devant les Wizards au classement, donc ça aurait pu permettre de rapprocher un petit peu tout le monde, et en plus, en cas de victoire, de prendre le tie-breaker sur les Raptors. Ça n'a pas été le cas. On s'est incliné à Toronto dans un match où on a très rapidement vu les limites de ce nouveau 5 small ball mis en place par Billy Donovan. Euh, mais aussi une incapacité totale, mais totale d'adaptation. euh, Parce que ce qui est le plus frustrant sur ce match-là, c'est qu'on savait exactement à quoi s'attendre. On savait exactement ce que Toronto allait faire face à nous. Ils l'ont fait. Et à aucun moment on a su contrer ça, montrer quelque chose pour dire tiens, on s'est adapté, on a trouvé des solutions. Parce que ils ont fait la même chose que sur les deux matchs qu'on a déjà fait face à eux cette saison, c'était en novembre. Euh, Prise à deux automatique sur DeRozan et Zach LaVine, euh, histoire de dire bah ok, c'est à quelqu'un d'autre de nous battre. On va voir si vous avez quelqu'un d'autre capable de prendre le jeu à son compte. Et ça, spoiler alert, pas vraiment, parce que à part Vucevic qui lui pour le coup a sorti un bon match, il a mis 23 points, 9 sur 14 au shoot, 4 sur 6 à 3 points, quelques bons rebonds, etc. Euh, on n'a pas vraiment eu derrière quelqu'un capable de vraiment soulager euh, les joueurs qui subissaient les prises à deux, parce qu'en plus, donc les Raptors faisaient les prises à deux sur DeRozan et Zach LaVine. DeRozan a fini avec 13 points, donc ce qui est un des plus petits totals pour lui cette saison. Zach LaVine a fini avec 17 points. Mais en plus, avec leur envergure et leur capacité à switcher et être interchangeables, ce qui est un petit peu l'idée qu'on avait nous pour notre effectif à la base, les Raptors étaient capables donc de faire des prises à deux, mais aussi d'anticiper, de couper les lignes de passe. Donc on a perdu beaucoup de ballons et les rares fois où on arrivait à trouver des shooters, enfin des gaps ou des shoots ouverts parce qu'il y avait des prises à deux sur quelqu'un d'autre, on n'a pas rentré un panier quoi. Parce que c'est pas Caruso et Beverley qui ont grandement aidé offensivement sur ce match-là. Le banc non plus a pas été extrêmement productif. J'ai bien aimé le match d'Ayo Dosunmu qui a fait plusieurs pénétrations, plusieurs lay-ups, qui a essayé de mettre du rythme dès qu'il touchait le ballon, dès qu'il prenait un rebond, boum, des longues passes vers l'avant, des accélérations. Euh, mais c'était trop peu. Après, Kobe White a fait pas mal de bonnes passes décisives, mais pas beaucoup de points. Patrick Williams, on l'a assez peu vu sur ce match-là. On a eu vraiment peu de possibilités de vraiment s'exprimer, de mettre notre jeu en place parce que ben voilà, on n'a pas trouvé d'autres solutions quand nos superstars étaient mises sous les traits noirs par cette équipe de Toronto qui est une très très belle équipe défensive, qui est l'équipe numéro 1 de la ligue aux interceptions, qui est pas loin du top au contre aussi, qui dévie énormément de ballons. Je crois qu'ils sont premiers aussi aux déviations et ça s'est vu sur ce match. Ils ont volé 11 ballons. Ils nous ont vraiment beaucoup perturbés et on n'a vraiment pas eu de possibilité de répondre. Surtout que de l'autre côté, on s'est un peu fait bousculer par leur jeu offensif parce qu'ils ont mis beaucoup de paniers près du cercle en profitant évidemment de leur avantage de taille, hein. Quant à Siakam qui est défendu par Caruso, bah forcément c'est un mismatch que tu exploites le plus possible. Jacob Poeltl qui sort toujours des gros matchs face à Vucevic, là aussi pas mal de paniers près du cercle, des end-one, etc. Donc on s'est fait bousculer, mais non, il ne faut surtout pas remettre Derrick Jones Jr., il ne faut surtout pas donner plus de minutes à Drummond, même s'il est bon quand il est sur le parquet. Non, non, c'est pas la peine, parce que bah voilà, autant rester sur du small ball tout le long, hein, après tout. Donc
Ça a été compliqué. Et pourtant, on était dans le match. Au score, on était dans le match. Même si tu avais l'impression que, en termes de ce qui était proposé sur le parquet, tu as une équipe qui devait être devant de 15-20 points tout le long. Mais en fait, pas du tout. Parce que les Raptors ont très très mal shooté. Mais vraiment très très mal shooté. Ils ont shooté à 40% sur le match. Euh, mais ce qui a fait la différence pour eux, c'est les hustle plays, c'est l'énergie défensive, c'est les rebonds offensifs. Parce que, franchement, les Raptors donc, ont shooté à 40%, mais ils ont réussi à obtenir 23 shoots de plus que nous, les Bulls, notamment grâce à 19 rebonds offensifs. 19 rebonds offensifs. Là, c'est ça de mettre des line-up small ball. Déjà, quand tu mets Patrick Williams ou quelqu'un d'un peu plus grand dans le 5, on se fait dominer au rebond. Mais alors là, quand tu mets 4 arrières d'entrée, c'est une équipe comme Toronto qui est énorme sur les rebonds offensifs. Ben voilà. Voilà. Donc, Toronto a joué sur ses forces. On savait quelles étaient ces forces-là. Ça n'a pas empêché qu'on n'a absolument rien fait pour pour les emmerder un minimum, quoi. Toronto a fait exactement le match qu'ils voulaient faire. S'ils avaient eu un peu plus d'adresse, honnêtement, on aurait perdu ce match de 25 points. Mais étonnamment, on était encore dans ce match-là, parce que voilà, ils ont shooté de manière assez dégueulasse. Et du coup, dans les dernières minutes, malgré un quatrième quart-temps où on s'est quand même fait contrer 4 fois en allant au cercle, rien que dans le quatrième quart, hein, on est encore dans ce match, dans les dernières minutes. C'est assez invraisemblable. On n'a rien à foutre dans cette fin de match, mais on y est. Mais on va la craquer un petit peu avec Caruso qui brique un shoot ouvert, avec DeRozan qui loupe un lancer franc. Il y a une tentative à 3 points en catch and shoot de Zach LaVine pour égaliser qui fait gamelle. Et puis bah, derrière, il récupère le rebond, on fait des fautes, on les envoie au lancer, et puis on s'incline de 6 points au final, 104-98, mais prestation vraiment pas belle du tout. Pas belle du tout. On s'est vraiment fait ouvrir sur nos faiblesses. Et c'était clairement des choses qui avantageaient Toronto parce que justement, ils ont les qualités pour profiter de nos faiblesses. Donc, ça n'a pas fait un pli. Et c'est vraiment une défaite rageante parce que voilà, pour le classement, pour la possibilité de revenir un peu dans la course au play-in, pour avoir le tiebreaker, et bah, du coup, on n'aura rien de tout ça. Toronto a gagné deux des trois confrontations sur la saison. On les rejoue plus. Donc, à moins de peut-être les retrouver en play-in, mais ça paraît quand même. Voilà. Donc c'était vraiment un gros coup d'arrêt parce qu'on avait sorti deux belles prestations avant contre Brooklyn et Washington. Et puis là, ben, non seulement tu as la défaite, mais en plus tu as l'impression que dans ce match, tu n'avais rien à faire là. Quoi. Tu t'es fait balader, tu étais vraiment pas dans le coup, pas capable de proposer quoi que ce soit de fluide, de cohérent offensivement parce que bah, voilà, on a été extrêmement perturbé par la vivacité, l'envergure, les mains actives des Raptors qui nous ont vraiment fait déjouer toute la soirée. Donc, s'ils avaient shooté à des pourcentages ne serait-ce que décents, ce match-là, on l'aurait perdu, mais bien plus rapidement, on aurait pris un blowout et ça aurait été mérité. Donc, il fallait, euh, il fallait vraiment se rattraper face aux Pistons le lendemain. Et ça a été laborieux. C'était un match typique des derniers matchs qu'on a vus avant la coupure All-Star, où on était correct, solide pendant trois bons quarts-temps, et dans le quatrième, dégringolade complète. C'était un peu comme les matchs contre Indiana où on menait de 20 points et puis derrière on perd. C'était un peu le même délire, sauf que ce coup-ci on n'a pas perdu. Un peu grâce aux Pistons et Jaden Ivey, on va revenir sur ça. Mais ouais, de bonnes choses pourtant. On est vraiment bien rentré dans ce match. On a pris les devants. On a bien fait circuler la balle. On a trouvé des shoots ouverts. On avait de l'adresse, même à 3 points. Avec Zach LaVine qui en a mis 2. D'ailleurs, Zach LaVine a débuté à 5 sur 5 au shoot dans les 5 premières minutes du match. Euh, on était bien dedans. On a pris 15 points d'avance rapidement dans le premier quart-temps. Et puis on s'est endormi. Parce que au final, le premier quart-temps, on a gagné de 2 points. Donc. Détroit est tout de suite revenu dans le match en jouant plus physique, en allant inside
avec un petit peu Wiseman, avec un petit peu Bagley. Donc eux aussi espéraient voilà, profiter de cet avantage de taille, mais il y a eu aussi voilà, pas mal de bonnes choses de Jaden Ivey qui a fait un super match, mais qui a foiré la fin, mais encore une fois on va y revenir. Euh, mais voilà, c'était un peu comme ça tout le long en fait. C'était un peu, on prend 15 points d'avance, puis on les laisse revenir à 7-8 points. Et puis on reprend 15 points d'avance, et puis ils reviennent à 7-8 points. Voilà, on avait l'impression d'être au-dessus. On rentrait des gros shoots, encore une fois, notre défense était vraiment solide. Patrick Beverley, mais dans le premier quart-temps, enfin tout le long du match, mais dès le début, les hustle play dans tous les sens, des interceptions, il vient provoquer des fautes offensives, il vient faire des, euh, des close-up près du cercle, etc. Il a été top, top. Lui et Caruso, on forme vraiment un duo défensif de premier plan. Zach LaVine qui met beaucoup de bons shoots, qui a encore été extrêmement, extrêmement efficace ce soir-là. Euh, et dans le deuxième quart-temps, c'est là qu'on a vraiment été au mieux. Avec le banc également qui était très très actif. Kobe White au début du deuxième quart-temps, il enchaîne les paniers à 3 points, les passes décisives, les actions défensives de qualité pour bloquer les drives. Derrière, c'est Pat Bev qui prend le relais. Euh, Ayo Dosunmu a été actif aussi. Patrick Williams a fait un match de bonne qualité, agressif dans ses drives, même s'il a éclaté 2 fois le ballon sur le cercle au moment de partir au dunk. Mais voilà, tu veux le voir attaquer le cercle parce qu'il a des démarrages comme ça où il est capable de mettre des posters de ouf. Et le jour où ça va passer, les mecs ils vont prendre des posters, mais d'une violence assez dingue. Euh, mais voilà, on est à plus 15 à la pause et tu as l'impression qu'on déroule, qu'on est vraiment dedans, qu'on est actif, on est sérieux, on est appliqué, on fait les bonnes choses des deux côtés. On perd pas beaucoup de ballons, on a vraiment une bonne adresse. Et dans le troisième quart-temps, on continue comme ça, on se crée des tirs ouverts, des DeRozan qui rentrent plusieurs N1 avec pas mal d'énergie en post-up, Zach LaVine qui continue d'enchaîner des 3 points, on prend plus de 20 points d'avance et tu as l'impression qu'on roule sur les Pistons. Et et puis bah, comme d'habitude, on se relâche, tu vois, on a l'impression qu'on est tranquille, et puis bah non, on n'a pas les moyens d'être tranquille avec cette équipe, donc non, toujours pas. Et on va signer un quatrième carton, mais alors, mais d'une horreur, mais c'était invraisemblable. Dans l'ensemble du quatrième carton, on a shooté à 2 sur 16. On a mis 2 paniers en 12 minutes dans le quatrième quart-temps. Les deux par DeRozan, à pratiquement 5 minutes d'intervalle. Le reste, que des lancers francs. 0 sur 4 à 3 points, parce qu'évidemment, on ne met pas un 3 points. Depuis quand on met des paniers à 3 points. Donc on a quand même provoqué quelques bons lancers, etc. Il y a eu des bons drives, tout ça, mais il y a eu aussi, et surtout, énormément d'actions confuses où on faisait n'importe quoi. On se chiait dessus littéralement. Et Détroit l'a senti. Détroit, ils étaient là. Ça sent la merde un peu, hein. Oh putain, regarde, c'est les shorts des Bulls, là, ça commence à... Bah, viens, on va les attaquer encore un peu plus. Et du coup, bah, avec Diallo, avec Jaden Ivey, avec Bogdanovic qui a rentré des 3 points dans tous les sens toute la soirée. Je crois qu'il a fini à quelque chose comme 35 points, un truc dans le délire. Détroit finit par revenir, hein, ils égalisent à 108-108, et puis voilà, ça donne une fin de match beaucoup plus serrée qu'elle n'aurait dû l'être à la base, hein, mais comme on est absolument incapable de gérer une avance et de rester concentré, de ne pas céder à la panique, ben voilà, on se met dans la merde tout seul comme des grands. On rentre dans la dernière minute, il y a toujours égalité, alors que les Pistons n'ont rien à foutre là, mais on les a relancés en étant totalement endormis. Zach LaVine rentre 2 lancers francs pour nous donner donc 2 points d'avance, il reste à peu près 45 secondes. Les Pistons prennent un shoot à 3 points par Jaden Ivey qui le loupe. Derrière, Chicago prend le rebond, DeRozan temporise, tente un mid-range en turnaround qui ne rentre pas. Et à ce moment-là, il reste 9 secondes, toujours donc 2 points d'avance pour Chicago. Et balle pour les Pistons. Et tu dis, qu'est-ce qui va encore nous arriver? On va encore se faire ouvrir comme à chaque fois. Sauf que là, excellente défense sur la remise en jeu, qui force Jaden Ivey, qui était donc avec la balle pour essayer de chercher un coéquipier à qui faire la remise en jeu. Il demande un temps mort, sauf que les Pistons n'en ont plus. Voilà, on appelle ça une Chris Webber, hein, dans le jargon. Et
ça devait être apparemment le seul qui n'était pas au courant parce que tous les autres le regardaient en lui disant non, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, ben voilà, erreur de rookie, normal, c'est un rookie. Mais grave, grave, grave erreur qui, ben, pour le coup, nous va bien parce que ça donne lancer franc pour nous, parce que c'est considéré comme une faute technique. Plus la possession. Donc, on obtient un lancer, qu'on rentre, on récupère la possession et les Pistons se font faute immédiatement pour casser le chrono. On rentre les lancers francs et derrière, bah voilà, on assure la fin de match et on s'impose au final 117-115, mais malgré un quatrième quart-temps d'une laideur absolue où tu le vois venir que tu vas te faire désosser parce que c'est déjà arrivé 10 fois cette saison, comme je disais, contre Indiana, etc., où tous les 4-5 derniers matchs avant la coupure All-Star. Cette fois-ci, merci Jaden Ivey, on s'en est sorti, mais ça a été laborieux, 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 laborieux. Il a fallu que Zach LaVine nous sorte un match à 41 points. C'est la deuxième fois cette saison qu'il inscrit au moins 40 points face aux Pistons. Il leur en avait mis 43 plus tôt dans la saison. Euh, 14 sur 20 au shoot, 6 sur 9 à 3 points, 7 sur 7 au lancer. Donc Zach LaVine, là, il continue d'enchaîner les matchs vraiment d'une qualité absolument fabuleuse depuis la coupure All-Star. Depuis que Patrick Beverley lui a dit, écoute, t'es pas là pour faire des passes, donc shoot, shoot, shoot à un niveau élite. Toi, t'es là pour mettre les ballons dans le panier. Et bah, du coup, voilà, 41 points, 0 passe décisive pour Zach LaVine sur ce match-là. Donc, c'était un peu, voilà, c'était spécial, mais on a eu besoin de chacun de ses paniers et il en a mis quelques-uns qui étaient vraiment, vraiment compliqués. Mais voilà, il était vraiment en grande forme, il était dedans, il a mis des shoots, notamment à 3 points, des catch and shoot, des pull-ups, vraiment, vraiment très, très solides. Et puis ses attaques du cercle toujours aussi dynamiques et explosives. Donc, il nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Comme je disais, le banc a été plus actif que sur le match de la veille à Toronto. Kobe White a été très très bon. J'ai beaucoup aimé son match encore une fois. 14 points, 5 sur 11, 3 sur 6 à 3 points, 5 passes décisives, 3 interceptions. Donc il a fait le taf des deux côtés encore une fois. Patrick Williams assez agressif avec 11 points, des bonnes attaques du cercle, des rebonds de la défense. Euh, Ayu, on l'a un peu moins vu, mais voilà, les quelques fois où il a attaqué le cercle, c'était utile. Drummond a fait quelques bonnes séquences aussi. Euh, donc voilà, globalement, tout le monde a eu à apporter quelque chose dans ce match. Euh, à sa manière, hein. C'est parfois la défense, quand c'est Caruso, Patrick Beverley, c'est plus offensif avec d'autres joueurs. DeRozan s'est bien repris aussi. Et puis il y a eu ce fait de match qui va me permettre de parler de Patrick Beverley parce qu'à un moment donné, alors je ne sais plus à quel moment du match c'est, hein, c'est dans le troisième ou le quatrième quart-temps, euh, il y a une action où Patrick Beverley se fait dépasser par le gars par son vis-à-vis qui va marquer un panier au cercle, alors que Vucevic est juste à côté. Il avait juste à bouger pour se mettre en opposition, il l'a pas fait. Et Patrick Beverley l'engueule. Il lui dit putain, mais mets-toi là, bordel, empêche-le d'aller au cercle. Et ça commence un peu à monter entre les deux. Donc DeRozan se met au milieu pour les séparer. Mais voilà, c'est exactement ce que pour ça, c'est exactement pour ça que Patrick Beverley est là. Exactement pour ça. Mettre les gars devant leurs responsabilités. Oh, tu t'es loupé défensivement. C'était quoi ce délire là? Remets-toi, reconcentre-toi, remets-toi dans le match. Vucevic avait l'air d'un peu mal le prendre sur le coup. Et t'as déjà des médias à droite à gauche pour dire ah ça y est, Patrick Beverley fout la merde, ça va commencer à clasher dans l'équipe. Non, 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 non. Patrick Beverley, il est là pour s'assurer que chacun fasse son taf. Et c'est ça son leadership, et ça a toujours été comme ça. Après, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, notamment celle où on parlait de l'arrivée de Patrick Beverley, tout le monde ne va pas apprendre de la même manière quand Patrick Beverley va venir sur toi et te dire oh écoute, c'est comme ça que ça doit marcher, ça ce que tu as fait c'était pas bon, etc. Tu vois. Et Vucevic, tu sens que les critiques, ça le gonfle assez vite. Donc, mais voilà, pas non plus, voilà, ça arrive dans un match de replacer des gens, et c'est pas pour ça, pour autant que les mecs vont se mettre sur la gueule derrière, donc il y a pas de clash, il n'y a pas de truc, c'est voilà, il y a une erreur défensive, oh, applique-toi, prochaine fois tu la refais pas, c'est marre quoi. Voilà, Patrick Beverley, il a signé son meilleur match depuis qu'il est arrivé, il a été énormissime, des hustle plays dans tous les sens, des interceptions, de super passes à l'opposé, des rebonds offensifs, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe sur ce match. Donc s'il veut aller dire à Vucevic qu'il n'a pas fait son taf, dis, je fais peut-être 30 cm de moins que toi, j'ai pris plus de rebonds que toi, c'est quoi le délire?
10 rebonds, 10 passes décisives, 4 interceptions pour Pat Bev. Vucevic, 9 rebonds. Donc s'il a envie de lui dire de se bouger le cul, il lui dit de se bouger le cul. Faut arrêter le délire. Mais voilà, c'est comme ça qu'il est, c'est son leadership. Et comme ils le disent tous depuis qu'il est arrivé, comme lui le dit depuis qu'il est arrivé, il va mettre tout le monde devant ses responsabilités. S'il y en a un qui fait pas le taf, il va lui dire. Et il s'en bat les couilles. Lui, il le faisait avec LeBron et avec Anthony Davis aux Lakers. Donc Vucevic, il s'en fout complètement, hein. Donc moi, personnellement, j'ai surkiffé ce passage-là, parce que c'est exactement ce dont on avait besoin. Combien de fois on a dit cette saison, les Bulls, ils sont trop soft, les mecs, t'as l'impression qu'ils ont peur de se gueuler les uns sur les autres, parce que tu sais jamais comment ça va réagir. Patrick Beverley, il s'en bat les couilles. Lui, il est là pour que ça se passe comme ça. On est quand même en train d'essayer de gagner des matchs pour aller en play-in. Si tu te foires défensivement, Patrick Beverley va te le faire savoir. Et si t'es pas content, tu dégages. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement, extrêmement plaisir de voir ça. Et j'espère que Vooch va le prendre dans le bon sens, parce que c'est une critique constructive plus que vraiment un reproche, etc. Donc voilà. Au final, donc, cette victoire nous fait du bien au classement, mais est-ce qu'elle rassure vraiment en termes de ce qu'on a montré sur le terrain? Ben, pas de ouf, hein, parce que bah voilà, on s'est quand même bien bien chié dessus sur la fin de match, encore une fois, et on s'en sort extrêmement extrêmement bien. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour nous. Mais bon voilà, mine de rien, ça reste une victoire qui nous laisse juste aux encablures du play-in, même si bah, va falloir quand même cravacher un petit peu. Euh, Sachant que là, donc, Toronto a 31 victoires, 32 défaites, et affronte Washington, qui est à 29 victoires, 32 défaites. Euh, Là, quand vous verrez cette vidéo, le match sera déjà passé, mais là, pendant que je fais cette vidéo, le match n'a pas encore commencé. Sachant qu'ils s'affrontent 2 soirs de suite. Donc il y a ce match-là, donc cette nuit, vous aurez le résultat quand la vidéo sera mise en ligne. Et ce soir aussi, même chose. Pendant que nous, on va recevoir Phoenix, pas un cadeau. Derrière, on reçoit Indiana dimanche. Et ensuite, on a un match en 5 jours. Mais voilà le match, parce on se déplace à Denver le mercredi, le 8 mars. Et ensuite, on se déplace à Houston le samedi. Donc, au moins, on aura l'occasion de souffler un petit peu, et ce sera pas du luxe pendant que d'autres équipes continueront de s'entretuer entre elles. Mais bon, voilà, va falloir surveiller cette double confrontation entre Toronto et Washington, parce que ça peut avoir une grosse influence pour nous sur la fin de saison. Je vais quand même terminer en parlant de Goran Dragic, parce qu'au départ, il n'était pas prévu pour faire ce road trip, parce qu'il était blessé à un genou. Et au final, il a été coupé. C'était annoncé quelques heures avant le coup d'envoi du match à Toronto. Euh, il a, C'était un commun accord, et c'est arrivé juste avant la date limite pour que les joueurs qui sont coupés soient éligibles pour signer dans des équipes, enfin dans d'autres équipes pour voilà, qui luttent en playoff pour éventuellement voilà, aller chercher une bague par exemple. Et Milwaukee semble très intéressé pour récupérer Goran Dragic, donc ça devrait se faire dans les prochains jours, les prochaines heures, peut-être même ce sera fait quand la vidéo sera faite, parce qu'il a été coupé mardi. Et donc, il faut attendre 3 jours pour. Non, 48 heures. Donc, en théorie, les 48 heures sont passées. Et il devrait maintenant être capable de s'engager avec Milwaukee pour essayer d'aller récupérer une bague. Lui, il voulait partir parce que de toute façon, avec Pat Bev, il allait beaucoup moins, voire plus du tout jouer. Et en plus, voilà, il était blessé. Et donc, voilà, il voulait peut-être une dernière opportunité d'aller chercher une bague. Et donc les Bulls l'ont libéré après 51 matchs où il aura joué une quinzaine de minutes à chaque fois. Euh, on va, ce qui va manquer le plus avec Dragic, c'est ses alley-oop pour André Drummond et pour Derrick Jones Jr. sur les pick and roll, parce que ça c'était quand même sympa. Il y a eu pas mal de belles actions comme ça tout au long de la saison quand ces gars-là étaient sur le parquet ensemble. Mais après, c'est vrai que voilà, on a vu que il avait beaucoup de mal à tenir la distance, et que voilà, en deuxième rotation à la main, c'est commencé à devenir vraiment compliqué pour lui à 36 ans maintenant. Je pense que là maintenant c'est plus un 14e, 15e joueur d'une rotation plutôt qu'un 8e, 9e, voire 10e. Donc euh, pas de gros regrets vu qu'on avait pris Patrick Beverley juste avant. Maintenant, il n'est pas certain que les Bulls prennent un joueur pour le remplacer, parce que maintenant du coup on a un spot de libre. Mais voilà, il y a pas de rumeur, il n'y a même pas
particulièrement d'intérêt de la part des Bulls à aller récupérer quelqu'un, parce que de toute façon, peu de joueurs vont être intéressés par venir, parce que les joueurs qui ont demandé à être libérés par leurs équipes, c'est pour signer chez des contenders, pour s'offrir une chance d'aller gagner une bague. C'est pas avec nous que ça va arriver, donc déjà ça. Et puis bah, nous, du coup, on a à peu près 1,2 million de dispo sous le cap pour signer un joueur au minimum vétéran, ce qui reviendrait sur ce qui reste de la saison à peu près 400 000, 500 000 dollars. Donc on aura encore de la marge. Mais il n'y a rien qui indique que les Bulls vont vraiment chercher absolument à signer quelqu'un pour combler l'effectif. On peut très bien finir la saison avec 14. De toute façon, au dernier match, Billy Donovan n'a aligné que 9 joueurs. Donc voilà, ce sera juste plus pour faire le nombre à l'entraînement qu'autre chose si jamais on signe quelqu'un. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Après, tout dépend du joueur qu'on fait venir, mais voilà, c'est pas une garantie, quoi. Donc voilà, on a fait le tour. Franchement, ouais, pas rassuré par ce back-to-back en termes de ce qu'on a montré balle en main. Défensivement, il y a eu de bonnes choses quand même la plupart du temps. Mais voilà, on a montré bah, voilà, les limites de ce line-up avec 4 arrières pour débuter les matchs. Toronto nous a fait énormément souffrir et je pense que Phoenix, ça va être la même chose ce soir. Avec KD, avec Ayton, ça va être assez hardcore. Euh, mais bon, on va bien voir. Et puis bah, Indiana, pareil, dimanche, ça risque d'être assez costaud. On va essayer de faire ce qu'on peut. Ça va quand même s'annoncer très très compliqué. Mais bon, t'inquiète, la vie est de l'espoir, comme on dit. Donc ouais, on va essayer de gérer ça au mieux. Et puis ben, on se retrouve peut-être après le match de Phoenix pour débriefer ce match-là en espérant une bonne surprise. Et puis après, on verra où on en sera pour la suite de la saison. Donc d'ici là, portez-vous bien. Donnez-moi votre avis sur ce que vous avez pensé de ce back-to-back absolument affreux. Et puis bon, voilà, on se retrouve très très bientôt. Ciao, Bulls.